Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vider mon sac. D'ailleurs, je vous invite à vous installer bien confortablement car le sujet va être muy picante. Avant ça, petite faveur, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube pour la version filmée. Cela m'aide grandement à mieux référencer le podcast et aussi pour vous à ne rien rater puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur 2. Ce que je ne supporte plus de voir sur LinkedIn. Ça fait des semaines, voire des mois que j'ai envie de parler de ce sujet sans trop oser. Et puis récemment, je me suis dit, c'est trop. Donc peut-être que je suis la seule à ressentir ça, peut-être pas. Dans tous les cas, dans ce podcast, je vous partage toujours avec la plus grande honnêteté et transparence mes réflexions sur la vie, sur moi-même, sur l'entrepreneuriat. Donc sait-on jamais, peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront dans mon témoignage. Faut savoir que je suis sur LinkedIn depuis de nombreuses années, mais j'ai vraiment commencé à l'utiliser activement depuis 2019 en fait avec le lancement de mon podcast et très rapidement je m'en suis servi comme d'un canal de communication pour informer mon réseau et les gens qui me suivent qu'un nouvel épisode est sorti. C'est vraiment rapide quoi, je publie mon épisode et puis limite je m'en vais. Mais c'est vrai qu'avec mon travail sur ces 3 dernières années, j'ai beaucoup plus été amenée à utiliser intensément LinkedIn, ne serait-ce que pour la partie recruteur et puis aussi pour la partie marketing, j'y reviendrai après. Donc finalement, je connais assez bien le fonctionnement de cette plateforme en l'état actuel, comment ça marche, sur quoi ça repose. Même si finalement je ne suis pas du tout une influenceuse LinkedIn, je ne poste pas tous les jours. J'ai à mon actif moins de 500 contacts. J'ai même tendance en fait à supprimer les personnes que je connais pas si on n'a pas eu d'interaction ou quoi. Donc finalement, si y a des business gourous qui passent par là et qui utilisent LinkedIn activement, ils vont clairement se dire oulala, elle a rien compris, c'est vraiment une nulle. Cela dit, ça m'a jamais posé de problème parce que finalement, quand je me suis inscrite sur la plateforme, je l'ai pas fait pour ça en fait. Et moi, de mon côté, j'ai toujours utilisé LinkedIn un peu comme un grand annuaire numérique qui justement me permettait en fait d'avoir les bonnes infos sur les personnes. Par exemple, si j'étais amenée à envoyer une candidature spontanée, je voulais tout de suite bien cibler et donc ça me permettait un peu de stalker, mais en tout cas d'être efficace dans mon approche. Néanmoins, je remarque en fait depuis 2-3 ans justement un véritable shift, un changement vers un modèle et un fonctionnement qui, de mon point de vue, en fait, s'éloigne vraiment et de plus en plus en fait de la vision de ce réseau professionnel. Et moi, je me retrouve de moins en moins en fait dans les choix qui sont faits et dans la mise en avant et le poids en fait que la plateforme octroie à certains contenus. Et j'entends souvent des gens dire à propos d'Instagram, oui, sur Insta, les gens prétendent être plus riches et plus beaux qu'ils ne le sont en vrai. Oui. Mais moi, je dirais pour LinkedIn que sur LinkedIn, il y a aussi pas mal de gens qui prétendent être plus importants et plus intelligents qu'ils ne le sont en vrai. Et j'ai fait ce constat fin 2021, en fait, je me suis dit, j'ai de moins en moins envie d'aller sur LinkedIn, car quand j'y vais, je me sens pas bien. En fait, finalement, c'est pas une plateforme qui me fait me sentir bien. Il y a tellement de choses. Et je pense que si vous êtes utilisateur même passif de LinkedIn, vous avez sans doute peut-être déjà eu cette impression que vraiment, en ce moment, c'est... Ouais, je me suis déjà surpris à dire, ouais, LinkedIn is the new Facebook, quoi. Parce que c'est incroyable le flow et le flux d'informations et de contenus qui sont créés chaque jour, partagés, commentés. Il y a à boire et à manger, quoi. Donc si c'est votre cas aussi, et si vous avez ressenti un petit peu ce malaise LinkedIn, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, je tiens à le rappeler, ce que je vais partager dans cet épisode n'engage que moi. Si de votre côté, vous pratiquez toutes les choses que je vais décrire plus tard dans l'épisode et que ça fonctionne, eh bien, grand bien vous fasse. Honnêtement, si vous êtes bien et que ce que vous faites, vous êtes profitable, peu importe ce que moi je pense après tout. Voilà, tout simplement. Alors LinkedIn, rapide rappel historique pour les plus jeunes, c'est un réseau social professionnel qui, cette année, fête ses 20 ans. Happy birthday. Franchement, je m'y attendais absolument pas parce que pour moi, LinkedIn ne pouvait pas être plus vieux que Facebook. Mais pourtant, si. Et entre-temps, depuis 2002
évidemment beaucoup de chemin parcouru. LinkedIn aujourd'hui est rentré en bourse. En 2016, il y a eu un rachat de la part de Microsoft. Donc c'est pas la petite start-up, hein. On est loin de ça. Et puis en 2021, on comptait plus de 700 millions d'utilisateurs et c'est des chiffres qui sont en croissance continue. Donc finalement, c'est une plateforme qui se porte très bien. Faut savoir que la volonté initiale, en faisant un peu mes recherches, des cofondateurs de LinkedIn, c'était de créer un espace permettant aux gens de développer et d'étendre leur cercle de confiance. Parce qu'on le sait, ces mecs-là qui ont créé LinkedIn, c'est des gars qui viennent des affaires et c'est vieux comme le monde, mais aujourd'hui, pour justement trouver les bons partenaires, recruter les bonnes personnes, faire du business, il faut un réseau de qualité, c'est très important. Et donc, il y avait vraiment cet esprit, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été tourné en ce sens. On a des profils qui correspondent à des CV qui généralement étaient très bien remplis parce qu'il y avait cette volonté de dire les profils sur LinkedIn, c'est de la qualité, c'est vraiment trié sur le volet, quoi. Et donc pour vous parler très vite du modèle économique de LinkedIn, donc comment est-ce que LinkedIn gagne de l'argent, il y a un peu 3 volets. On retrouve la publicité comme beaucoup d'autres plateformes, beaucoup d'autres réseaux sociaux. On a les abonnements, donc là en l'occurrence vous connaissez peut-être le fameux abonnement premium que LinkedIn pousse depuis des années pour savoir qui a regardé ton profil, mais il y en a d'autres aussi. Et puis vous avez les solutions de recrutement, qui permettent souvent aux RH, recruteurs de pouvoir chercher dans la base de données, créer des job slots, enfin bref, voilà, c'est toute une économie autour de ça. Je rentre pas dans le détail, mais j'aimerais vous parler de ce qui cloche selon moi. En fait, faut savoir qu'il y a quelques années, justement, quand on ne payait pas, qu'on avait un profil lambda comme moi sur LinkedIn, on pouvait, quand on publiait un statut, un post, avoir un super reach. Autrement dit, une super portée. Et je me souviens d'un podcast de Gary Vee, j'écoutais ça pas mal dans les années 2018, et où il disait allez sur LinkedIn, go, publier, créer des contenus via LinkedIn, c'est beaucoup plus fort. Facebook, Twitter, Insta, c'est déjà hyper saturé, et en fait il vendait LinkedIn un peu comme un Eldorado. Et en soi, c'était assez vrai et assez fou parce que finalement, il y avait cette idée de cercle en fait dans LinkedIn, donc des connexions de premier, second et troisième degré. Et donc finalement, même quand tu payais pas, quelqu'un de ton premier cercle pouvait voir ton statut, ton post, le liker, puis quelqu'un de son premier cercle ou de son second cercle le voyait, ainsi de suite. Et donc finalement, la portée, l'effet et l'impact d'un post pouvaient être assez phénoménal. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui, pendant ces périodes-là, ont vraiment percé sur LinkedIn et se sont fait énormément remarquer parce que finalement leur post pouvait rapidement, facilement atteindre des sommets. Et donc ça m'a beaucoup rappelé l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez pour les moins jeunes, où sur Facebook en fait on avait dans notre feed Facebook principalement les posts de nos amis, de nos contacts, on voyait leurs photos et compagnie, et un petit peu comme ça du jour au lendemain on a commencé à ne plus voir les posts de nos amis, on a commencé à avoir plus de vidéos, plus de contenu publicitaire et de choses qu'on ne suivait pas nécessairement. Eh bien, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec le feed LinkedIn parce qu'au fur et à mesure des années, il s'est aussi transformé. En fait, on a un condensé de contenu publicitaire ou on va dire polémique ou populaire de manière générale. Donc il faut savoir que fin 2020, l'algorithme de LinkedIn, celui qui sert justement à trier les contenus qui sont diffusés à nos audiences, il a été vraiment modifié et donc LinkedIn en fait a souhaité mettre davantage en avant les contenus payants et ceux à forte portée engagement. Et donc on est retombé finalement dans un modèle qu'on connaît bien, que moi j'ai appelé le « soit tu payes, soit tu pèses ». Alors, fair enough, certains diront, parce qu'après tout c'est leur algorithme et ils font ce qu'ils veulent. Puis c'est quand même logique, vous me direz, ils suivent le chemin d'autres réseaux sociaux avant eux. Et moi à ça je réponds oui, mais non. Car pour moi, en fait, contrairement à Instagram, Twitter ou Facebook, LinkedIn avait vraiment une visée professionnelle. Ça faisait vraiment partie de l'ADN, d'où le profil en forme de CV, et donc tout était construit autour de ça en fait. Et je sais bien qu'aujourd'hui, toutes les plateformes se professionnalisent, qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour trouver du taf, évidemment, qu'on peut candidater via Twitter, via Insta, via TikTok même. Mais pour moi, en prenant ce tournant, LinkedIn, en fait, a balayé la seule chose qui distinguait cette plateforme des autres. Et donc, finalement, même l'aspect contextuel du réseau professionnel travail, eh bien,
il est même plus rempli en fait. Et ça, pour moi, ça pose un problème fondamental parce que quand tu vois que tu as des jeunes étudiants, jeunes diplômés qui doivent presque mendier pour espérer avoir un like ou un partage, ça devient compliqué, sachant que c'est le cœur normalement de cette plateforme. Et je me mets à la place de ceux qui débarquent sur LinkedIn, qui n'ont pas de réseau, ou très peu, ou généralement uniquement les gens de leur promo, parce que c'est ce qui arrive en général. Et donc tu te crées un profil et quand tu publies quelque chose, personne ne le voit, parce que finalement sur cette plateforme, tu représentes rien. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que, encore une fois, l'objectif de la plateforme n'est pas rempli. T'entends aussi beaucoup de boîtes qui, par exemple, vont te dire clairement qu'elles ne calculent pas les personnes qui ont le label Open to Work, parce que ça aussi, ça faisait partie un peu des features qui, en soi, pourraient donner l'impression que la plateforme va dans le sens de favoriser le recrutement, la mise en relation. Et pourtant, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont voir ce Open to Work. Alors, c'est pas de la faute de LinkedIn nécessairement, mais c'est intéressant de voir que même le peu de features qui, normalement, sont censées aller dans ce sens-là ne délivrent pas. Mais ouais, il y a encore beaucoup de boîtes qui voient ça comme un truc un peu, un signe de candidat non qualitatif. Ah, il est open to work, donc bon, il est dispo, quoi, il est à portée de main. Alors qu'au final, le open to work, qui sert aussi à envoyer un message aux entreprises, aux recruteurs, en leur disant clairement, je suis prêt à être sollicité. C'est pas j'ai la dalle et je prendrai tout ce qui passe, mais c'est je suis enclin à recevoir un message, à recevoir une proposition. Et donc finalement, aujourd'hui, certains préféreront aller embêter des gens qui ne veulent pas être sollicités plutôt que de contacter des candidats qui sont eux prêts justement à de nouvelles opportunités. Et donc je me dis encore mince, voilà, quel gâchis. Même chose du côté de ceux qui payent, parce que pour moi, c'est aussi, il y a aussi une problématique de ce point de vue. Donc comme je le disais, pour pouvoir recruter sur LinkedIn, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées et qui sont payantes. LinkedIn a d'ailleurs développé un ATS, ATS pour Applicant Tracking System. Donc c'est un logiciel ou on peut dire une plateforme qui permet en fait à ceux qui ont un accès spécial de pouvoir accéder à une base de données de candidats, de les filtrer, de les rechercher selon certains critères beaucoup plus poussés que ce que vous pourriez faire vous avec l'outil de recherche classique. Et donc justement, un tel outil mis dans les mains de personnes qui sont pas forcément toujours très scrupuleuses, eh bien on arrive à beaucoup de dérives. Et moi qui viens de l'univers tech IT, j'ai pu voir justement avec mes collègues développeurs que c'était les premiers, en tout cas faisaient vraiment partie de la catégorie fortement victime de ces pratiques-là. Donc de personnes qui vont se dire ok, je suis sur LinkedIn, j'ai accès recruteur, allez je vais filtrer, je vais contacter un peu tout le monde et n'importe qui, je vais pas être très regardant. Alors je sais que ça, il y a des gens qui font mal le travail dans tous les domaines. Je ne vais pas condamner tous les recruteurs, tous les responsables RH, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, le mauvais usage de ces outils par des personnes qui n'ont pas bien fait de leur travail a finalement entaché la crédibilité et aussi le capital sérieux de LinkedIn pour certains candidats. Parce que finalement, quand certains se font spammer d'offres qui correspondent absolument pas à leur profil, qu'on leur propose les mauvaises technos, qu'on n'a pas regardé leur niveau et qu'on leur envoie tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, les gens se bloquent et se disent « Ok, moi je réponds pas, tout est spam en fait ». Et encore une fois, je trouve que c'est dommage parce que l'objectif de cette plateforme, c'était quand même de permettre à des personnes de recruter, de créer des opportunités, de proposer des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aborder ce marché pour y avoir travaillé de manière sereine parce qu'il y a beaucoup de choses déjà dans la confiance à pouvoir réinstaurer. Et faut pas oublier quand même que sur LinkedIn, les profils sont généralement particulièrement bien renseignés et à raison, puisqu'à la base, quand on va sur LinkedIn, on nous dit crée-toi ton profil, ça va te permettre de faire ci, de faire ça, d'être vu. Et au final, tu te rends compte que c'est surtout très utile pour un ciblage soit publicitaire, soit de recruteurs parfois non scrupuleux, pas tout le monde, encore une fois. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos sur nous et donc finalement, ça peut être très utile à des personnes qui sont pas toujours très bien intentionnées. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petite anecdote, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un live sur Twitch, mais effectivement, je parlais avec une amie
qui connaît beaucoup de personnes qui recherchent leur partenaire amoureux sur base de critères LinkedIn. C'est-à-dire que c'est des gens qui clairement s'intéressent à certaines catégories socio-professionnelles et qui du coup filtrent un petit peu et se disent ok, moi je vais plutôt taper là-dedans, donc je vais faire un gros tri. Et donc on voit des trucs, mais on se dit c'est what the fuck quoi. Et donc c'est pour ça aussi que de temps en temps LinkedIn a un petit côté Tinder, on va dire, pour certains ou certaines. Cela dit, je pense toujours que ça fait partie des dérives et que évidemment ce n'est pas à reproduire quoi qu'il arrive. Juste avant, je vous ai parlé du modèle LinkedIn, soit tu payes, soit tu pèses, comme un véritable moyen de profiter pleinement de la plateforme, parce que finalement aujourd'hui, si tu as envie d'être un utilisateur actif, de publier, pour moi c'est un peu l'un ou l'autre. Et justement, derrière le « soit tu pèses », pour moi, il y a aussi une idée de légitimité, ce qui en soi peut être une bonne chose. C'est OK, pourquoi est-ce que tu pèses ? Eh bien, en général, deux possibilités. Soit tu as fait de super bonnes choses en dehors de LinkedIn, donc tu bénéficies déjà d'une certaine notoriété, visibilité, toi ou ta boîte, et justement, les gens te suivent ou ont envie de te connecter avec toi parce que tu représentes une certaine forme de succès ou bien de célébrité, peu importe. Donc, c'est cool. Et donc, par conséquent, comme tu as naturellement un attrait et une curiosité plus massive, les posts ont plus de portée. Chouette. Deuxième possibilité, tu pèses parce que tu te fais connaître via LinkedIn et que petit à petit tu gagnes en popularité et en visibilité. Et donc justement, cette deuxième possibilité, elle rend les choses beaucoup plus accessibles pour un peu tout à chacun. Parce que faire des choses en dehors de LinkedIn, être connu de tous, c'est beaucoup plus difficile que d'être connu uniquement via LinkedIn. Et c'est cool parce que c'est une véritable opportunité pour beaucoup de gens, mais d'un autre côté, ça entraîne aussi des dérives parce qu'on se dit « Ok, comment est-ce que je peux être connu sur LinkedIn ?» Et donc là, on va rentrer dans les différentes catégories des comportements qui m'insupportent ou des pratiques que personnellement j'en ai marre de voir sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous regardez la version filmée du podcast, j'essaierai au moment du montage de mettre des exemples anonymisés à l'écran. Ou sinon, si je n'ai pas le temps, je vous mettrai au moins les liens vers des threads Reddit qui justement répertorient tous les LinkedIn cringe de la Terre, tous les posts, les choses qui dérangent, etc. Mais on va rentrer rapidement dans le vif du sujet parce que j'aimerais vous parler de la première pratique, catégorie qui peut être problématique, mais qui en soi ne fait de mal à personne. C'est la catégorie des opportunistes. Et je pense qu'on peut tous, pour une raison X ou Y, se retrouver un peu dans l'opportuniste en fonction de nos besoins, de notre société, etc. Mais en gros, je prends un exemple d'opportuniste. Ça va être la personne qui va créer un post sur LinkedIn et qui va un petit peu taguer toute la Startup Nation parce que ça fait bien. Donc quand je dis taguer la Startup Nation, ça veut dire, voilà, je vais mettre dans ce post-là tel entrepreneur, telle entrepreneuse qui fait bien, qui en ce moment est un petit peu, qui pèse dans le LinkedIn game. Et je vais faire genre je connais un peu du monde ou qu'on est potes et que cette personne-là elle est géniale. Et en échange, je vais espérer qu'en l'ayant tagué, je puisse attirer son attention, attirer l'attention de son audience et puis par ricochet avoir un like, un commentaire, quelque chose. Et voilà, comme ça au moins moi ça me donne de la visibilité et c'est une bonne chose. En soi, j'ai absolument rien de mal contre l'opportunisme dans ce cas-là parce que je trouve que voilà, la plupart du temps il fait pas de mal. Moi j'ai toujours du mal à le pratiquer parce que quand c'est pas profondément sincère, je ne me vois pas le faire, tout simplement. Mais c'est vrai que voilà, parfois on peut assister à des choses qui sont un peu risibles, grosses lèches, excessives parfois. Donc voilà, les posts qui finalement font les mérites, les louanges d'autres entrepreneurs, d'autres personnes du LinkedIn game peuvent être totalement honnêtes, sincères évidemment, mais c'est vrai qu'il y a certains, tu commences à te demander si c'est le cas parce que c'est toujours les mêmes personnes qu'on tag et qu'on voit un peu partout, donc on commence à comprendre un peu pourquoi ces posts finalement se développent de plus en plus dans la sphère LinkedIn. Deuxième catégorie, alors ceux-là, ils font pas de mal, ils sont là depuis la nuit des temps, mais il fallait quand même les citer ici. C'est ceux que j'ai appelés les copier-colleurs, voilà, je crois pas que ça existe, mais j'avais pas envie de dire plagieur, je trouvais que c'était trop, donc copier-colleur, parce que généralement c'est tout ce que ça leur coûte, un copier-coller, et ce sont généralement des personnes qui vont reprendre des histoires qui
existent, qui sont disponibles sur d'autres sites, d'autres choses, qui ne vont généralement pas trop citer la source, c'est rare, et qui vont se contenter en fait de recopier-coller une histoire, peut-être des fois un peu emotional, quelque chose un peu de fort, d'intense, avec une morale. Alors parfois la morale tient debout, parfois elle est what the fuck, ça dépend. Mais en tout cas, je dois dire une chose, ces textes-là marchent bien. Souvent, c'est des textes qui quand même arrivent à faire des milliers de likes, des centaines de commentaires, bien que de plus en plus, il y a justement les chasseurs de copycat qui vont commenter ces posts-là et dire « Hey, arrête ton truc, ce post-là, il existe depuis tant de temps, voici la source d'origine. » Voilà, ça arrive de plus en plus. Maintenant, encore une fois, à mes yeux, si tu es un copier-colleur professionnel, c'est une carrière qui reste limitée sur LinkedIn parce que tu ne peux pas faire que des posts copier-coller. Au bout d'un moment, c'est capté. Donc voilà, ça peut fonctionner une fois, deux fois ou alors de temps en temps, mais ça fera pas de toi une star de LinkedIn, hélas. Troisième catégorie, ici, je mets les pseudos experts. Je dis pseudo parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels ça parle beaucoup, mais on n'a pas vu grand-chose, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent très bien parler de leur taf, mais sans pour autant montrer quoi que ce soit. Donc ça devient un peu compliqué en fait de vraiment imaginer qu'il s'agit bien d'experts. Mais c'est vrai que pendant une période, il y avait beaucoup de personnes sur LinkedIn qui venaient, qui te donnaient des pseudo-conseils, et puis après qui te disaient tiens, mais si tu veux en savoir plus, j'ai mis sur pied tel truc, tel document avec un max de valeur, je te laisse mettre un commentaire et je te l'enverrai. Et en fait, il y en a beaucoup. Je parlais avec mon ex-collègue qui, lui, bossait sur la partie marketing. Il me disait à chaque fois qu'il y a un mec qui me fait un truc comme ça, je laisse un commentaire et tout dans l'espoir qu'il m'envoie le document. Et il y en a beaucoup qui n'envoient pas le document. Alors évidemment, il y en a plein qui l'ont fait, ça va de soi. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup qui ont un peu usé de cette tactique, de cette astuce pour justement récolter de la data, pour justement avoir une certaine liste de prospects, de gens qui pourraient être intéressés. Donc en soi, c'est ok de le faire maintenant. C'est vrai que parfois, il y en a aussi beaucoup qui sont très bons dans le fait de rédiger des posts sur LinkedIn, qui se positionnent un peu comme des experts, comme des influenceurs LinkedIn, et qui derrière arrivent à bien tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire que comme ils ont cette visibilité, certaines entreprises, certains partenaires les voient comme des véritables pointures, et donc eux, ils n'hésitent pas de leur côté à charger à mort. Et en fait, c'est pas forcément signe de qualité. Je dis pas ça pour toutes les personnes qui publient sur LinkedIn, bien évidemment, mais il y en a qui sont aussi très bons dans la rédaction de posts LinkedIn, mais qui en soi, en tant que de travailleurs freelance ou quoi, vont charger, mais vraiment à outrance, pour des choses qui n'ont pas une valeur similaire. Donc attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de poudre de perlimpinpin, mais comme partout. Voilà. Enfin, dernière catégorie, selon moi, je les ai appelés les maniputelleurs. Alors maniputelleur, c'est un peu dur comme terme, mais c'est juste la contraction de manipulateur et de storyteller. En soi, rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de posts qui nous vendent de la vulnérabilité, qui nous vendent de la sincérité, beaucoup de résilience. Ça commence souvent par « j'ai appris cette leçon, j'ai fait cette erreur, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et en fait, je trouve que le message de base est intéressant parce que ça amène finalement le lecteur à se dire « Ah tiens, il est comme moi, il est passé par des galères, etc. » Mais en fait, je trouve que finalement, ce post qui avait une visée de montrer un peu le côté pas joli, pas glorieux, il arrive toujours finalement à remettre une petite couche sur la personne et à la mettre en avant. Et donc, en fait, moi, ce qui me dérange plutôt avec ça, c'est cette fausse humilité, cette fausse modestie ou cette fausse vulnérabilité, parce que finalement, il y en a beaucoup aussi qui cherchent uniquement à se mettre ici en avant, à montrer qu'ils ont fait telle ou telle chose, donc ils veulent faire genre ils en parlent pas, mais ils en parlent quand même dans le post, ou d'autres personnes qui aiment bien créer un petit peu du drama autour de leur histoire personnelle, professionnelle, et donc finalement ils vont dire des choses mais ils vont pas tout dire, donc les gens vont commencer à être curieux, à interagir dans les commentaires, à dire mais oui t'as grave raison, et donc au final je trouve que voilà, pour moi
encore une fois, c'est pas un souci en fait de pouvoir utiliser un peu ces leviers-là, mais voilà, à mon sens, c'est ce qui, au fur et à mesure, enlève le peu de sincérité et de véritable authenticité qu'il peut y avoir dans les rapports sur ces réseaux-là. Pour moi, ça n'existe même plus parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui vont commenter pour se faire voir, pour espérer avoir les grâces des gens qui pèsent dans le LinkedIn game. Donc au final, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de cour du roi et qu'on est tous les bouffons sans le savoir, le bouffon de l'un, le bouffon de l'autre. Et donc, c'est vrai que finalement, plus le temps passe et moins j'ai envie, même passivement, de pouvoir assister à ça, de pouvoir lire les choses comme ça, parce que si c'est quelque chose qui va me contrarier ou me blaser, je vois pas bien l'intérêt en fait. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler des fakes, des pseudo-coachs, gourous, spammers, recruteurs qui existent aussi sur LinkedIn, mais j'avoue que ceux-là, ils sont plus facilement identifiables et c'est très clair généralement. Donc soit on perd du temps, soit on perd pas de temps, mais le fait est que ces 4 catégories que j'ai citées en amont, c'est des comportements, c'est pas vraiment des personnes, parce que je pense qu'on peut tous tomber à un moment ou à un autre si on est amené à créer et qu'on veut essayer d'émerger sans payer. On peut tous plus ou moins tomber dans ce genre de truc, un peu d'opportunisme, un peu de pseudo-expert, un peu de pseudo-manipulateur, un peu de copier-colleur, ça peut arriver en fait. Et je suis pas là pour blâmer qui que ce soit parce que je pense que il faut aussi, avant de regarder chez les autres, voir ce que nous on peut être capable de faire, et je pense qu'on est capable tous du pire comme du meilleur. Et l'objectif n'est pas de dire hey, regardez, moi je fais partie des gens bien et puis il y a des gens comme ça sur LinkedIn. Non, je pense que finalement LinkedIn c'est un concentré de ce qu'on peut voir déjà sur d'autres réseaux dans la société. À mon sens, par exemple, aujourd'hui, ceux qui vont profiter de cette petite fame, vont avoir beaucoup plus de visibilité, vont avoir plus de portée et donc, d'une certaine manière indirectement, plus de valeur. Et donc finalement, c'est vrai que si tu ne bénéficies pas de cette visibilité ou de cette célébrité, ou que t'es pas prêt à tout faire pour, eh bien, t'auras forcément moins de valeur aux yeux de l'internet en quelque sorte. Et puis deuxième chose aussi dont je m'aperçois, c'est que finalement on donne beaucoup aussi d'informations à LinkedIn de par le fait de renseigner notre profil, etc. Et je trouve que voilà, on n'a pas forcément un retour qui est énorme, surtout si on n'est pas prêt à payer ou à vendre père et mère pour avoir des likes. Donc de ce point de vue, c'est vrai que ça m'a amené beaucoup à me questionner par rapport à mon utilisation de LinkedIn au futur. Comment est-ce que j'ai envie d'utiliser? Et au moment où j'enregistre ce podcast, je vous avoue que je ne sais pas trop encore comment ça va évoluer. Je pense qu'à titre personnel que je continuerai à l'utiliser plus comme un annuaire, avoir accès à certaines informations, certains noms, etc. Ça, je pense pas que ça va changer. Mais je pense que d'un point de vue communication, je suis pas sûre d'avoir envie de continuer à poster nécessairement sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous êtes auditeur, auditrice de ce podcast, que vous me suivez sur LinkedIn, mais pas ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon billet d'humeur, ma newsletter si vous voulez, parce que j'ai le sentiment que si tout devait s'arrêter sur toutes les plateformes, ce serait le seul moyen que j'aurais encore de vous joindre et de vous donner des nouvelles de ce que je fais. Et je pense que c'est certainement le lien le plus fiable entre nous. Donc je vous mettrai le lien de la newsletter dans les notes du podcast en description. Comme ça, si ça vous dit de me rejoindre, j'envoie un billet d'humeur par mois, donc on est très loin du spam. Je n'ai de toute façon pas le temps de vous spammer. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de risque. Après, j'aimerais aussi clarifier les choses. Je n'ai évidemment aucun souci à ce que des gens fassent du business sur LinkedIn, utilisent LinkedIn comme un canal d'acquisition, qui fassent un max de prospection, etc. Je pense que ça fait partie du jeu et je pense que tout dépend de nos besoins. Ce que moi, je ne supporte pas, ça se trouve, vous adorez ça sur LinkedIn, et si c'est le cas, continuez de kiffer. Si c'est pas le cas et que vous aussi, vous ressentez un peu ce LinkedIn malaise, n'hésitez pas à venir me dire soit en DM, soit en commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Cela peut être vraiment génial parce que j'adore ouvrir le débat et échanger avec vous et je réponds à chaque commentaire sans exception. Donc voilà, je pense que j'aurais fait le tour, mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Voilà, j'espère en tout cas que mon humble témoignage aura pu vous intéresser. On va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!